Bonjour et bienvenue dans un Dragon Mag un peu spécial, à l'occasion du choc Brest-Metz en championnat crucial pour la saison 2023-2024. Je vous emmène au plus près de la rivalité Est-Ouest qui ne cesse de croître au fil des saisons. Le programme ne devrait pas vous décevoir, mais avant cela, il y a un événement à côté duquel je ne pouvais pas passer. Metz Handball est qualifié pour le 3e Final Four de son histoire. Retour sur le match face à Bucarest, mais aussi sur les autres quarts de finale. Regardez. C'était une journée placée sous le signe de la ferveur et de l'émotion. Samedi, Metz Handball recevait le CSM Bucarest pour le match retour du quart de finale de Champions League. Avec un maigre matelas de 3 buts d'avance, il fallait se montrer à la hauteur de l'enjeu tout en composant avec le spectre de l'élimination au même stade de compétition en 2023. Tôt dans la rencontre, c'est Kristina Jorgensen et Chloé Valentini qui prenaient les choses en main en offrant une avance supplémentaire aux Dragons. En réaction, Grazadi, Kristina Neagu et Trine Ostergaard redonnaient de l'élan aux Roumaines. C'était sans compter sur la montée en puissance d'Atadou Sako. À la mi-temps, avantage Metz par un but. Au retour des vestiaires, l'arbitrage serrait la vis et les échanges se tendaient également. Kristina Neagu et Anne-Mette Hansen assuraient le spectacle, mais comme à l'aller, Atadou Sako volait la lumière. Jazz Chambertin et Alina Grichels réussissaient leur entrée, transformant le chronomètre du match en véritable compte à rebours avant l'explosion de joie. Le reste n'est qu'émotion. Le handball ne s'arrêtait pas aux arènes pour autant, avec 3 autres matchs à disputer, à commencer par le choc Győr Vipers qui a tenu ses promesses au retour après la large victoire hongroise à l'aller. Les Vipers ont tenu leur rang en comptant jusqu'à 4 buts d'avance, mais les coéquipières d'Estelle Nzeminko ont su gérer l'écart, s'inclinant de 2 buts mais validant la qualification sur le cumul des 2 matchs. À Odense, l'outsider Bietigheim a à nouveau frappé. Après avoir éliminé ICAST en play-off, les coéquipières de Xenia Smith se sont montrées à la hauteur du bras de fer avec l'équipe danoise. Pourtant, les Oranges ont tout tenté à domicile, y compris le jeu à 7 en attaque, pour tenter de compenser la défaite de 4 buts à l'aller. Vainqueur de 2 buts mais défaite sur le cumul, Odense laisse donc Bietigheim filer vers son premier Final Four historique. Dans le dernier match du week-end, Esbjerg a réussi un démarrage canon face au FTC. Furieuses, les Hongroises ont sorti les muscles pour remonter leur retard, mais les joueuses de Jesper Jensen ont su gérer avec brio pour disputer leur 3e Final Four en 3 ans. Et depuis, le tirage au sort des demi-finales a eu lieu, c'était mardi soir. Metz Handball affrontera Bietigheim, l'outsider à ce niveau de compétition. Les Dragons y retrouveront une certaine défenseur élite qui a porté la jupette par le passé. Il s'agit de Xenia Smith. Oula, je vous parle, mais le temps presse là. Le TGV Inouï numéro 2957 en direction du championnat de France de handball arrive en gare. Prenez soin de vous écarter de la bordure du quai pour éviter tout risque de kung-fu. Ouais, je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment, le timing est très serré, vous l'avez entendu, il faut vraiment que je file, mais je vous laisse pas seul. Après la qualification au Final Four, j'ai pu m'entretenir avec Anne-Mette Hansen, je vous laisse avec elle, on se retrouve après ça, moi je prends mon écharpe et toutes mes affaires, on se voit à Brest. Bonjour Anne-Mette, merci de nous accorder quelques minutes après un match aussi difficile, aussi disputé que celui-ci. Comment est-ce que tu t'es sentie ce soir sur le terrain? A mix of many emotions, happy, nervous, stressful, but yeah, it was a bunch of everything. Like, it was a game we need to be very focused, but it was also a really fun game to play, and especially in the atmosphere that was here tonight, it was amazing. It's this kind of game you play for,
you know, and you train really hard to play these games, and I'm just happy we ended winning. L'équipe a accompli quelque chose de grand aujourd'hui avec cette qualification. Il doit y avoir un sentiment un petit peu de relâchement. Vous vous sentez peut-être un petit peu mieux avec les filles dans le vestiaire. Yes, I think everyone can breathe now. Like it's always special to be in this time of the season. Like everyone is doing everything they can and trying to optimize everything so we can be as prepared as possible to go to the Final Four. And we know there's not many chances, and I think we did a good job in Bucharest, and I'm just so proud and happy how we finished it today. Le TSM, c'est une très bonne équipe qui joue très dur avec de très bonnes individualités, mais c'est aussi le travail de Metz Handball qui a payé aujourd'hui. On sait que vous avez regardé beaucoup de vidéos pour préparer cette rencontre et que c'est peut-être ça aussi qui a payé aujourd'hui. Yes, I think so. I also think we have some good individualists, but I think also it's the team. We're not so many players, but we really fight for each other, and I really feel this when we play, that everyone wants the best for each other, and with this you can come really far, and that's also how we beat Bucharest. So yeah, I'm just really happy and proud. I'm a little tired now. Toutes les personnes à qui j'ai parlé autour des arènes aujourd'hui avant le match m'ont dit la même chose. Pitié, surtout pas le même résultat que l'année dernière. Alors ce n'est pas forcément ton histoire, tu n'étais pas là avec Metz Handball, mais est-ce que tu as ressenti cette pression toi aussi? No, but I felt like in the game in Bucharest, if we won with 6, I think we had to do some mental work. No, I think, as you say, we have many new players here, and it's another story. It's last year, so it's really important that you don't bring the bad stories and carry them on to the next season. But of course, it's like, I really think we try to talk everything we could through everything and be as prepared as possible, because it was not an easy game or 2 easy games. So yeah, so I really think we did everything we could to be as ready as possible. Aujourd'hui, les arènes étaient pleines, il y avait du monde dans tous les gradins, tout le monde était debout, tout le monde vous a encouragé. C'est quelque chose qui vous a porté? Yes, it's amazing. I really enjoy this, and it gives me a lot of energy, and to have the chance to play in such an amazing arena, it's really something unforgettable, and this is also what you remember after your career is done. And to just have these kind of memories, it gives you something special. À titre personnel, c'est une saison un petit peu particulière pour toi. Tu es parti de Győr, tu t'es installé avec Metz Handball, tu as dû travailler pour t'intégrer, pour te mettre avec ce niveau de jeu aussi. C'est une satisfaction aujourd'hui que d'atteindre ces objectifs. I had some good times in Győr, and that chapter is over for me. And now I'm making some new chapters, and I'm just really happy and proud. I want to play the Final Four, and I want to win the Final Four, and I think Metz is a good chance to do it, so that was also why I came. So yes, I knew it's going to be a good team, so yeah, a good coach and everything. So I think this is like a checkpoint, you know. Now we go to the Final Four, and now we have another one. Yes, and now we have to take some steps up. Et après tout cela, tu es de nouveau au Final Four, une compétition que tu as déjà jouée, bien sûr, que tu as déjà gagnée également. Forcément, c'est quelque chose d'y retourner cette fois-ci avec une nouvelle équipe. It's amazing. It's something we fought for the whole season, and it's such a special feeling to be there. And it's a weekend. We play 2 games in 2 days, and everything can happen. So we just have to be the best version of us in these 2 games, and hopefully we can have some good victories there. They can be really nice. But yeah, it's a special place to be in the end of the season, and it's amazing. What's your plan on June 1st and 2nd? What are you going to do? Hopefully win some handball games. That's what I wanted to Yes. hear. Bien sûr, avant le Final Four, il reste encore quelques matchs à disputer, notamment le prochain, celui contre Brest, qui va être aussi très important. Comment tu te sens par rapport à ce match? Yes, now we have to switch to the league. It's crazy game away, very difficult, and I think it will be very difficult. But I think we have a chance, but we have to play our best because it's a really good team and they play at home. And I just hope and pray that we can beat them there. It could be really nice. D'un point de vue émotionnel, c'est aussi particulier. Ce soir, vous étiez au sommet de l'émotion, au maximum de ce que vous pouviez avoir, mais il faut quand même se remettre, se reconcentrer pour aller disputer ce match très important en championnat. Yeah, but I also think you have to ride on the wave, so you don't go like up here, but you find a middle way and maybe a little higher, so we can use this energy, because we also have to be really proud and satisfied with the goal we achieved today. But also, we also have to be focused that we keep putting on to this level and not stop there, because then the season can still be really bad. So you're not just a handball player, you're
A surfer too? Surfer, I don't know. But I know how it's just in the end of the season, everything we need to be really focused on the task and not look too much forward. Okay, I wish you all the best for the you. end of the season. Thank you very much. Ah, vous êtes là, vous êtes là. Alors vous avez pu voir la détermination d'un metteur en scène par rapport à cette fin de saison avec Metz Handball, ce Final Four qui a été conquis, mais dont il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment avec les demi-finales et la finale que l'on espère début juin. Mais la réussite de la fin de saison, elle passe aussi par Brest. Et Brest, eh bien, j'y suis actuellement. Comme promis, j'ai ramené ma plus belle écharpe, mon plus bon maillot et en bonus, eh bien, j'ai mis ma plus belle marinière pour me fondre totalement dans le décor breton. Forcément, nous allons aller à la rencontre de supporters brestois, à la rencontre de supporters messins si on en trouve, aussi à la rencontre de la presse locale. Et nous allons essayer de revenir sur cette rivalité Metz-Brest ou Brest-Metz qui peut animer le championnat de France depuis quelques années et notamment avec ce match qui va animer la Brest Arena ce mercredi. Au moment où vous voyez ces images, vous connaissez déjà le résultat, moi pas encore, et c'est justement ça qui va être intéressant à suivre. Je vais essayer de vous emmener dans des endroits où on ne va pas habituellement, ou en tout cas où les supporters messins n'ont encore pas forcément mis les yeux. Mais avant cela, eh bien, on va revenir sur le match aller. C'était début janvier, il s'était soldé par une victoire brestoise. Un penalty de Kristina Jørgensen manqué dans les dernières secondes avait laissé la joie des visiteuses éclater. Eh bien, cette fois-ci, Metz Handball aura peut-être l'opportunité de renverser le scénario en terre brestoise. Pour le moment, on revient sur le scénario du 17 janvier. Souvenez-vous de ce match haletant. Le 17 janvier, après le coup de sifflet final aux arènes de Metz, l'ambiance était à la fête sur le banc brestois. Les Dragons de Metz Handball avaient alors cédé face à un jeu brestois bien huilé et une défense rugueuse. Un choc qui avait tenu ses promesses jusqu'à la dernière seconde et un jet de 7 mètres de Kristina Jørgensen manqué face à Julie Fougère. Une défaite par la plus petite des marges qui poussait Sarah Bouktit à invoquer une rage de gagner pour la suite de la saison. Sur ça, il va falloir qu'on travaille parce que je pense qu'on doit avoir la rage de gagner même si on gagne tous nos matchs. Mais en tout cas, maintenant que le match est perdu, j'espère qu'on va réussir à s'en servir pour la suite. De son côté, Emmanuel Mahunad évoquait alors plus de calculs et une implication continue après la perte d'un joker dans le championnat de France. Il faut faire 9 sur 9 pour que derrière on puisse avoir l'ambition de jouer notre finale là-bas. Si on rate encore un match entre-temps, on ira là-bas sans espoir aucun. Donc voilà, il y en a 9, il faut gagner les 9. Invité de Dragon Mag après le match, Atadou Sakho n'avait alors esquivé aucune responsabilité de l'équipe dans le résultat. Je pense que Brest a gagné ce match. Je vois le résultat final, je me dis on prend 23 buts. C'était un match de haut niveau. Je pense qu'on a produit du beau handball malgré les nombreuses pertes de balles. J'ai pu entendre que oui, Metz n'a pas livré un beau jeu, n'était pas à son max. Peut-être. Je pense juste que Brest a peut-être mieux géré les temps que nous, a peut-être été un peu plus intelligent sur certains faits de jeu. C'est sûr que gagner un match à 20 pertes de balles, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Des seconds ballons qui reviennent dans les mains de l'adversaire. Il y a des jours où ça passe et il y a des jours où malheureusement les petits détails qui nous ont pas coûté coûtent cher aujourd'hui et voilà, les petits détails nous ont coûté cher. Depuis, les deux équipes ont rempli le contrat, restant invaincues l'une et l'autre en championnat et faisant de cette rencontre du 8 mai une quasi-finale.
Et je suis à présent dans les locaux de Ouest France avec David Guesnec qui est responsable des sports ici à Brest pour le média de presse quotidienne locale. Et nous allons évoquer cette rivalité entre Metz et Brest un petit peu plus en avant. Cette rivalité, elle date déjà d'il y a longtemps. Comment est-ce qu'elle est perçue ici, David ? Comment elle est perçue, c'est vrai que Metz, c'est le club historique du hand français. Brest essaye de les titiller depuis quelques années, il y arrive, mais Brest a surtout dû grandir très très vite. Mais cette rivalité, elle est perçue, évidemment, c'est dans l'intérêt de tout le monde, je pense, d'avoir deux clubs qui se tirent la bourre, et plus il y en aura d'ailleurs, je pense que mieux ce sera. Ouais, ça permet de faire monter un petit peu le handball. Les prémices un peu de cette rivalité, c'est peut-être en 2011, la première finale de Coupe de la Ligue de Brest. Alors à l'époque, c'était pas le Brest-Bretagne Handball, c'était l'Arvor, c'était un petit peu une autre époque, mais c'est peut-être le début avec cette finale entre les deux équipes. Ouais, ça date évidemment. L'Arvor a commencé à construire une histoire qui a été assez brève, un dépôt de bilan assez rapide, et c'est vrai que c'est le début de cette rivalité. Après, le club, enfin c'est plus le même club, mais c'est un club qui est né sur les cendres de l'Arvor 29, qui est reparti un peu plus bas, et puis qui a battu Metz à l'époque en D2, quand ils étaient en D2 en demi ou quart de finale de Coupe de France, je crois, je sais plus, c'était un quart ou une demi. Et c'est un peu le début de leur histoire au BBH, le jour où ils battent Metz et Fleury et qui gagnent la Coupe de France alors qu'ils sont en D2. Et le club sur la carte finalement. À ce moment. Voilà, c'est ce qui a mis le club sur la carte. Ils étaient arrivés à Bercy avec un mur blanc de 2 à 3 000 supporters brestois. C'était un moment fort en émotion. Et c'est vrai que c'est le début de la croissance de Brest, et puis depuis ça match. Je crois que en 2020 ils sont arrêtés par le Covid, mais ils auraient pu peut-être être champions cette année-là. Et puis il y a eu l'année 2021 qui était l'année magistrale pour le BBH. Aujourd'hui leur meilleure année à ce jour. Cette année 2021, c'était une année assez folle finalement, parce que championnat de France, Coupe de France, la finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien. C'était la première fois qu'un club français allait en finale de Ligue des Champions. C'était le chant du cygne de Laurent Beuzot. Tout à fait. C'était quand même quelque chose. C'était quelque chose. En plus, ils battent Győr en demi-finale, demi-finale en Final Four. Ouais. Au jet de 7 mètres. Et ils avaient sans doute peut-être joué leur finale en demi-finale, et puis après ils ont joué contre Reichstad qui était à ce moment-là intouchable donc mais oui, c'était une année exceptionnelle, et puis ça, la fin du cycle de Laurent Beuzot qui a apporté beaucoup à ce club. Alors on l'a dit, il y a eu l'Arvor, et puis il y a eu quand même une petite traversée du désert entre-temps avant de revenir à ces sommets-là. C'est quand même pas rien dans une histoire quand un club fait faillite et doit repartir du néant. Ouais. C'est aussi une histoire qui est intimement liée avec le nom Le Saint. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, faut savoir que l'aréna où il joue était une salle qui était bâtie pour le basket au départ, l'étendard de Brest qui dépose le bilan lui aussi, et donc il fallait un club résident, parce que c'est une salle mi-spectacle, mi-sport, et qui a quand même un certain coût. Il fallait un club résident, et je crois qu'entre la mairie et les frères Le Saint, ils ont discuté, et ils se sont dit, ce serait bien si vous pouvez y aller. Et ils se sont dit, nous on y va, on remonte le club de handball, et ça aidera tout le monde. Donc c'est vrai que les Le Saint ont là-dessus vraiment aidé le hand à se développer en Finistère, et le sport en général, puisqu'ils sont présents dans beaucoup de sports. Évidemment, le club de football du Stade Brestois, c'est le frère Denis. On en parle beaucoup en ce moment. On en parle pas mal, ils sont pas mal. Mais ils aident aussi beaucoup de sports, beaucoup de clubs locaux, quels qu'ils soient, Landardo basket, des clubs de National 3 de football, de régional, ils sont présents un peu partout. C'est aussi un modèle économique qui est différent de ce qu'on peut trouver dans la majorité des clubs de handball féminin du meilleur général. Ouais, aujourd'hui, je sais que certains jalousent un peu le modèle économique brestois. Aujourd'hui, le modèle économique brestois, moi, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire il n'y a pas de fonds publics ou très peu de fonds publics, c'est peut-être pour la formation. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est fait avec les partenaires, ils arrivent à trouver des partenaires suffisants pour et le public, à trouver assez de partenaires pour développer leur club et avoir un budget conséquent. Donc voilà, c'est un modèle qui ne coûte rien aux contribuables. Donc aujourd'hui, c'est jackpot, quoi. C'est aussi
Quand on dit le sein, c'est aussi lié à certaines déclarations parfois un petit peu choc dans la presse. On se souvient d'une qui avait particulièrement fait parler, où il disait que ce qu'il enviait à Metz, c'était le coach. Alors ça fout mal quand il y a déjà un coach en place et qu'il y a des ambitions, mais comment est-ce que c'est perçu, vu d'ici, ces déclarations un petit peu choc parfois qui viennent remuer la presse d'une manière générale? Oui, il est cash, hein. Gérard, il est cash. Son frère est beaucoup plus discret, lui. C'est deux tempéraments différents. Gérard, ses déclarations, nous on aime bien parce qu'il dit des choses, il se cache pas. Il a été critique sur la Fédé, il a critiqué certains choix de la Ligue. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des gens qui se positionnent et qui font pas de langue de bois. Moi, je suis je trouve ça bien. Alors il y a aussi une histoire de... Avec un côté chambreur un peu des fois, mais voilà. Oui, c'est ça, c'est le côté un petit peu chambreur qui peut parfois décontenancer quand on a distance et qu'on ne se rend pas compte du personnage. C'est aussi une histoire de joueuses, cette rivalité-là. Il y a des joueuses qui ont changé de port. Voilà, tout à fait. Si on peut le dire, il y a eu... Astrid Ngouan qui était à Brest et qui est venue à Metz ensuite, et puis il y a eu le chemin inverse aussi, Anna Gross. L'année prochaine, il y aura aussi Méline Nocandi, Laura Canor qui sont passées par Metz, Audrey Dembélé, il y en a beaucoup comme ça. Tout à fait. Des fois, on a envie de les mettre en opposition, mais finalement, les joueuses peuvent changer parfois de club. Et puis, puis c'est le haut niveau, on le voit, moi je suis du football au quotidien, c'est Régulier Football, c'est le haut niveau. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus 36 000 clubs en France où des joueuses de ce niveau-là peuvent évoluer. Il y en a 2 ou 3. On espère que plus il y en aura, mieux ce sera, mais il est clair qu'évidemment, si elles veulent évoluer en France, c'est un peu l'un ou l'autre. Donc, sauf à partir à l'étranger, ce qui est le choix de beaucoup de joueuses aujourd'hui. Et puis, dans les recrutements aussi étrangers, ils sont sur les mêmes joueuses. Donc forcément, c'est des clubs qui sont dans les mêmes standings. Donc, automatiquement, même si je vois Metz un peu au-dessus en ce moment, automatiquement, c'est les mêmes cibles de recrutement. Justement, comment est-ce qu'on perçoit le club de Metz ici depuis Brest? Il est perçu comme le club historique du hand français, le club référent, le club à battre aussi, parce qu'évidemment, c'est l'exemple en handball féminin, donc c'est un modèle qui est différent, et les Brestois, avec leur modèle, veulent avoir le leadership. Aujourd'hui, sous force de constater qu'ils ne l'ont pas, mais ils peuvent l'avoir là. Donc, c'est à la fois un modèle dans ce qu'ils ont fait dans l'histoire, mais pas un modèle dans les logiques d'entreprise et de club, quoi. Modèle sportif. Modèle de réussite, mais en effet, c'est pas les mêmes choix qui sont faits. En termes de marketing, etc. Exactement. C'est encore un petit peu différent entre les Exactement. deux clubs. Quelque part, Brest peut s'inspirer de Metz peut-être sur le sportif, et Metz peut peut-être aller s'inspirer de Brest. Comment est-ce que tu la vois évoluer justement, cette rivalité entre les deux clubs, même s'ils peuvent s'envier l'un et l'autre des choses? Est-ce qu'ils vont continuer à se tirer la bourre pendant des années après toi? Moi, je pense, parce qu'on dit depuis quelques années que d'autres vont arriver, Paris, Nantes, pour le moment, ça traîne un petit peu. On voit que les Nantais semblent avoir réduit un peu la voilure pour les saisons à venir. Donc moi, je vois ces deux clubs comme s'imposer encore longtemps, je ne sais pas, mais quelques années, comme les deux clubs les plus grands clubs français, les deux clubs à rivaliser pour le titre et à rivaliser en Europe avec les plus grands clubs européens. Merci beaucoup David de m'avoir accordé quelques minutes. On sait qu'en ce moment le sport brestois ça bouge beaucoup, il y a pas mal de choses à faire. Je vais te laisser retourner à tes papiers, c'est certain, ça va encore bouger beaucoup, notamment du côté de Le Blé, je crois. Oui, le Stade brestois reçoit Reims vendredi avec Ligue des Champions en vue. C'est complètement incroyable à Brest et c'est vrai qu'autant le choc de handball est très important cette semaine, mais depuis 6 mois à Brest, c'est le Stade brestois. Donc, des aventures qu'on aimerait bien vivre du côté de Saint-Symphorien. Petit clin d'œil à mes amis amateurs de football. En tout cas, nous, on va aller découvrir la Brest Arena, justement, aller la voir un petit peu dans les coulisses, voir comment ça se passe. Suivez-moi, on va y aller. David, un petit clap, c'est possible? Allez, bon passage à la Brest Arena. Merci. Et voici, comme prévu, nous sommes à la Brest Arena et j'ai pu m'immiscer à l'intérieur pour assister à un entraînement des Dragons, un des tout derniers avant le match. Je vous propose d'y jeter un œil.
Un jus de fruits et une grande frite, s'il vous plaît. Alors par là-bas, c'est l'emplacement où s'installent les supporters du bout du monde. Alors, ils ont certainement eu un peu trop de route à faire pour venir à l'entraînement, c'est pas plus mal pour le moment. Je vais aller voir un petit peu si c'est confortable. Ah ouais, pas mal, on est bien installé. Bon, et bien maintenant que nous avons bien visité la salle de fond en comble, je vous propose de partir à la rencontre de supporters pour avoir leur ressenti sur cette rivalité, mais aussi sur le match de cette semaine. Ouais, je suis donc avec des supporters messins, sans surprise, il y en a quelques-uns qui ont fait le déplacement. Il s'agit de Stéphane et de Réjeanne. Qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité entre Metz et Brest? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Alors moi je pense qu'elle est très saine, parce que d'abord c'est la promotion du sport féminin, du handball féminin, du handball français, avec beaucoup de joueuses de talent international. Je pense qu'une rivalité elle est saine parce qu'elle est sportive et qu'elle dynamise. J'oublie pas qu'il y a aussi d'autres clubs qui émergent, mais sur la durée, c'est des rendez-vous indispensables. Je pense qu'il y a des matchs qui sont entrés dans la légende. Alors on en a perdu quelques-uns. Je pense qu'on a aussi des souvenirs de victoire. Et ce soir, on a surtout envie de penser avec une énergie positive à ces moments qui sont gravés dans mon cœur de supporter. En tout cas, on peut le dire, l'accueil ici il est plutôt agréable. Il y a une rivalité sportive, mais avec les supporters du bout du monde ou les supporters brestois d'une manière générale, on n'est pas trop mal accueillis, on se sent plutôt bien ici. Non, et en plus, l'accueil a été anticipé, il y a eu des échanges au préalable. Donc non, très bien accueilli. Il y aura d'ailleurs un petit réceptif après match. Donc voilà, l'amitié continuera après le match, quel que soit le résultat. Bon. Effectivement, on a un match qui nous attend, mais on va essayer d'aller à la rencontre de quelques supporters brestois en attendant, voir s'ils sont bavards. J'ai trouvé un supporter brestois qui voulait bien parler à une chaîne de télévision mosellane. Il s'agit d'Erwan. Erwan, qu'est-ce qu'elle t'évoque, toi, cette rivalité avec Metz qui naît depuis quelques années, qui commence à bien s'installer dans le paysage? Alors, ça n'est pas depuis quelques années, c'est depuis le début. En fait, même du temps de Feu Arvor, il y avait déjà une rivalité par rapport aux prétentions que l'on avait en Bretagne, qui était une des ligues régionales où il y avait le plus de licenciés. Et donc on avait forcément une prétention d'aller au plus haut niveau. Donc dès là, est-ce que les Messins ont eu peur dès le départ? Faut croire. Ouais, une petite coupe de la Ligue en 2011 où les deux équipes se sont rencontrées, ça avait déjà posé les bases à l'époque de l'Arvor. Tout à fait. Un temps mort qui n'était pas très bien posé de la part de Sébastien Gardillou, je m'en souviens, j'étais responsable de salle. Donc non, il y a plein de petites choses comme ça en fait qui font que, une rivalité. Bon, après, on n'est pas forcément, quand on est supporter, on a tous du caractère. Donc forcément, on en veut, on veut aller plus loin et on tient tête, quoi. Alors, il y a la rivalité sur le terrain, mais là ici, on commence à voir du jeu en arrivée, des supporters messins, etc. Avec eux, ça se passe plutôt bien. Généralement, il y a même des bonnes amitiés qui sont arrivées au fil des années. Il y a le terrain, mais il y a l'avant-match, l'après-match. Donc on essaie des deux côtés de se retrouver avant, après et de faire la fête du handball avant la rivalité sportive. Est-ce que j'arriverai à faire porter une écharpe de Metz à un supporter brestois? C'est jouable ça? Évidemment. Ah, c'est magnifique. On va le mettre dans le bon sens. 2023, ouais, ça va. 25e titre de championne de France. Voilà. Aïe aïe aïe. C'est beau, merci pour l'image en tout cas. Maintenant, place au match. Des missiles de Maslova au carton rouge d'Alina Greitels, en passant par les très nombreux ratés et les parades de Katharina Filter, le premier acte de ce match à la Brest Arena n'a pas été de tout repos pour les Dragons. Branchés sur courant alternatif dans cette salle qui ne leur a fait aucun cadeau, les Messines arrachaient malgré tout l'égalité dans les dernières minutes de la première période sur un lob savoureux de Chloé Valentini. Malgré de nouveaux coups de tonnerre de Brest à l'entame du second acte, c'est à nouveau la capitaine Messine qui venait sonner la révolte. La provocation d'un passage en force, puis 3 buts inscrits consécutivement permettaient à Metz de prendre le contrôle du score.
Avec une hargne retrouvée en défense qui permettait à Tadou Sakho de briller, les jaunes et bleus prolongeaient leur dynamique positive. Camille Depuisé, entrante sur jet de 7 mètres, scellait quasiment le match à 2 minutes de la fin. Score final, 19-24, pour une victoire qui redonne aux Messines l'avantage au championnat de France, avec 4 matchs restants à jouer. Et nous sommes donc toujours sur le parquet de la Brest Arena après le match et j'ai retrouvé le plus brestois des journalistes locaux mosellans, c'est Thomas Lavaux. Comment ça va Thomas? Salut Mathieu, ça va très bien. Bon, on a vécu un sacré match encore une fois, ça déçoit vraiment jamais quand on vient à Brest et on a eu 2 mi-temps très distinctes. Une première où Metz Handball a peut-être un petit peu patiné dans son jeu, une deuxième où ça a été bien différent. Ça a été un match de défense. D'ailleurs, la preuve, c'est que Brest est limité dans sa salle à moins de 20 buts, à 19 buts. Et ça s'est surtout ressenti côté messin en première mi-temps. La défense brestoise s'adaptait vraiment. On voyait parfois ça allait chercher la porteuse de balle à 2, à 1. Voilà, l'objectif pour Brest, c'était vraiment de couper les espaces, d'empêcher Metz de courir. Et d'ailleurs, en première mi-temps, on voit quasiment pas Chloé Valentini. On voit que Christina Jorgensen est en grosse difficulté, aussi bien dans le scoring que dans la manière de construire le jeu. Et il a fallu, on va dire, que les Messines haussent leur niveau en seconde mi-temps, que ce soit Jorgensen, que ce soit Valentini, qui finalement finissent dans leur standard statistique, même si elles ont éprouvé des difficultés, puis surtout Tadou Sakho. Valentini qui a mis 3 buts coup sur coup en début de deuxième mi-temps, ça relance quand même une équipe, une joueuse comme ça. Et tu l'as dit aussi à Tadou Sakho qui a bénéficié aussi de la grosse défense. On a vu l'entrée de Jazz Chambertin qui est venu avec les crocs, c'est pas la seule. Ça a permis à Tadou Sakho de briller en deuxième partie de match. Mais il y avait quand même de la tension dans les tribunes. Moi j'ai croisé les supporters messins qui étaient un petit peu partout autour de nous là. Ils n'étaient pas sereins à la mi-temps quand même, c'était pas fait. Il y a un moment où je me suis dit ça peut peut-être mal tourner quand Metz est à moins 3, je crois que c'est le plus gros objet, c'est le plus gros avantage brestois de la rencontre. Alina Grichsels reçoit un carton rouge. Là il y a de la tension, il y avait vraiment de l'électricité à ce moment-là, avec de la réussite, un petit peu de réussite, enfin surtout parce que Jorgensen finalement aussi commence à retrouver la réussite dans les dernières minutes de la première mi-temps. Metz rentre au vestiaire au match aller, Metz rentre au vestiaire à égalité et fait un peu ce que Brest avait fait au match aller. Brest avait recollé dans les dernières secondes de la première mi-temps et derrière ça avait ouvert la voie aux Brestoises pour prendre le contrôle en deuxième mi-temps. Metz a fait un petit peu pareil et puis en seconde mi-temps c'est un peu dos au mur aussi quand on voit que je crois que c'est Sarah Bouktit qui se fait exclure pendant 2 minutes, qui a jet de 7 mètres à suivre, que Brest a un but d'avance. C'est finalement à ce moment-là où Metz Handball était peut-être un peu dos au mur que Tadou Sakho va rentrer dans son match, va multiplier les arrêts. Elle arrête le jet de 7 mètres d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis derrière, en plus, je crois que Metz sort des 2 minutes en supériorité brestoise avec un +2. Je me demande même si c'est pas un +3. Brest n'a pas du tout bénéficié des supériorités numériques tout au long du match. C'est quelque chose qui a été évoqué par Pablo Morel après le match. Et ça coûte très cher à ce niveau-là. Quand on n'arrive pas à marquer sur supériorité, c'est foutu derrière. Alors il y a plein d'autres choses dont j'aurais envie de te parler. Camille Depuisé, son arrêt à la fin sur un jet de 7 mètres, elle scelle le match, il y a pas mal de choses. Mais il y a un élément dans ce match aussi, on n'aime pas toujours en parler, mais c'est l'arbitrage. Il y a eu des soucis d'arbitrage encore aujourd'hui. Et on ne va pas dire que c'était dans un sens ou dans l'autre, au contraire, c'était des deux côtés. On a eu des défenses en zone, des passages en force, des choses assez inconstantes. Et ça marque encore une fois les difficultés qu'on peut avoir dans le handball français sur des matchs à haut enjeu comme celui-là, d'avoir un arbitrage qui parfois ne suit pas totalement. Cela dit, j'ai trouvé quand même 2 équipes qui étaient restées dans leur rencontre. Il y avait de l'électricité, il y avait de l'enjeu, mais voilà, on a eu 2 équipes qui restaient dans leur match. Je pense qu'on a eu une supériorité messine et un résultat final qui illustre cette supériorité sans que certains faits de jeu ne puissent remettre en cause cet avantage messin. Parce que c'est ça finalement, c'est que finalement quand il y a des faits de jeu, ça peut remettre dans le coup l'équipe qui est menée. Et même si effectivement parfois on n'a pas compris certains coups de sifflet de l'arbitre, de la part des arbitres, on va dire que la logique du match se reflète au tableau d'affichage. On parle, mais il y en a qui parlent mieux que nous du handball. Ce sont les coachs et les joueuses. Je vous propose de jeter un œil à leur réaction d'après-match. Forcément très très heureuse. On s'attendait à un gros combat et c'est ce qui s'est passé. On avait le sentiment d'avoir raté notre match aller. Et quand il y avait largement la place de gagner, on avait réussi notre demi-finale ici. Et on avait vraiment à cœur de gagner et d'essayer de faire un triplé ou en tout cas championnat coupe pour l'instant.
Donc très heureuse, on a fait un gros match défensivement, un peu plus en difficulté en attaque, mais je pense que tant qu'on ne prend pas beaucoup de buts, on peut gagner. Donc c'est ce qui s'est passé et on est très soulagée et très heureuse. On n'était pas assez agressive, en attaque on a beaucoup hésité. Mais voilà, je pense que notre force aujourd'hui, celle qu'on a créée tout au long de la saison, c'est que les mi-temps ne se ressemblent pas. Et que malgré les moments de doute et les moments de difficulté, on arrive quand même souvent à rebondir. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps. On a réussi à remettre le dynamisme qu'on voulait mettre depuis la première minute du match. C'est ce qui n'a pas été fait, mais voilà, on a réussi à trouver les rails pour repartir de l'avant, retrouver notre entité de défense, montée de balle, défense, contre-attaque. Et je pense que c'est ce qui fait la différence en deuxième mi-temps. Je sais pas, j'essaye en première mi-temps de donner le meilleur de moi-même. C'est très compliqué pour une gardienne de ne pas avoir le rythme de la défense. Et je pense qu'on dépend aussi beaucoup de la défense. Moi, quand je le dis, quand je fais beaucoup d'arrêts, je remercie beaucoup ma défense. Et quand je n'en touche pas un, je me dis que c'est beaucoup de ma faute, mais c'est aussi de la faute de mes coéquipiers en défense. Et je pense que voilà, on était un peu sur le reculoir en défense. Moi aussi, j'étais un peu sur le reculoir. Et en deuxième mi-temps, je me dis, allez, ça y est. J'ai trop remis la faute sur mes coéquipiers en défense. À un moment donné, il faut que moi aussi, je fasse des exploits. Il faut que moi aussi, je prenne le jeu en mon compte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en deuxième mi-temps sur des shoots qui en première mi-temps sont passés. J'ai essayé de m'appliquer sur cette lecture-là. Et au moment où je fais des arrêts, je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'on arrive à prendre un peu le large. Donc voilà, on est dans un sport co. Quand elles sont pas là, je suis là. Et quand je suis pas là, elles essayent de défendre le mieux possible. Voilà. Énormément de fierté, de bonheur, d'avoir fait un petit pas de plus vers le titre. Mais on ne voulait pas le lâcher. C'est pas de moi, bien sûr, pas assez malin pour ça, mais être meilleur ne s'arrête jamais. Et l'enjeu, c'est au sortir d'une qualification contre Bucarest, malgré l'énorme pression qu'on s'était mis, et il faut le vivre aussi, l'énorme décharge de tension qui a été la nôtre, je me suis demandé comment on allait se remobiliser vraiment, parce que je pense qu'on a eu le sentiment de jouer notre objectif de saison sur les deux confrontations de Bucarest, et on était tous rincés au sortir du match. Et cette équipe-là a quelque chose d'assez incroyable, des ressources mentales assez incroyables, et ça finit par passer, mais on veut effectivement conserver ce titre-là. Et suite à ces réactions, il est temps de clore cette émission spéciale à Brest. Nous reviendrons la semaine prochaine dans un nouveau Dragon Mag classique. Cette fois-ci, rendez-vous à 18h30, ce sera vendredi sur Moselle TV.